En préambule, mais très rapide, hein, c'est One, nous sommes opérateurs télécoms sur un périmètre européen. On est 750 aujourd'hui. On a 3 grands secteurs d'activité qui vont être l'hébergement, les télécommunications et tout ce qui va être lien d'accès. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur la téléphonie. L'expérience client, je pourrais effectivement vous en parler pendant 2 ou 3 heures. Le souci, c'est que je pense que vous commencez à avoir faim, donc on va accélérer un petit peu. Puis moi, j'avais un train il y a 10 minutes, donc maintenant je peux rester, hein, mais bon. Mais on va quand même avancer là-dessus. En 2022, l'expérience client, elle est connectée, elle est digitale, elle est sans couture, elle est 360. Ça veut dire plein de choses, ça veut pas dire grand-chose dans les faits. En tout cas, elle est importante. Elle est importante pourquoi? Parce qu'un client qui n'est pas satisfait, eh ben, il va très vite voir ailleurs. Il y a plus de fidélité. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. En tout cas, au niveau professionnel. Si on regarde un petit peu quelques chiffres rapides de l'expérience client, alors, ça m'a tout cassé mon PowerPoint, c'est pas grave, on va faire avec. C'est les aléas du direct. Aujourd'hui, seulement 20% des centres de contact sont en mode cloud. On estime que dans 10 ans, ils seront à 80%. Pour des raisons qu'on verra après. La relation client, c'est 18 millions d'agents dans le monde. Mais alors attention, quand je dis agents, 91% des entreprises ont moins de 50 agents. C'est des gens qui vont répondre au téléphone. Ça va être des techniciens, ça va être des conseillers commerciaux. C'est pas forcément des gens en randonnion avec un micro-casque à 40 dans un centre d'appel. En fait, ce marché-là du randonnion, c'est 1% de la relation client. Même s'il y a des énormes centres, en fait, c'est très peu par rapport à toutes les entreprises qui, forcément, discutent avec leurs clients. La minute marketing, avant la minute juridique, promis, elle ne va pas durer longtemps non plus. Mais pourquoi aujourd'hui c'est important cette relation client? Parce qu'on va parler de customer centrisme. On se recentre justement sur le client, même au niveau du market. On va se focus pour la définition et le développement des services et des produits sur les besoins d'un segment qui va être ceux de nos clients qui vont nous rapporter le plus, et afin de les garder le plus longtemps dans l'entreprise. On est vraiment sur de l'investissement à long terme. Ça va se passer par la définition des produits, ça va passer par l'ensemble de la gestion de la relation client au sens large. Quelques chiffres encore qui sont liés à la crise du Covid. Promis, après j'arrête, on passe sur la sécu. Aujourd'hui, 44% des entreprises ont vu leur service client exploser. Pour une raison très simple, quand on est tous confinés à la maison, c'est moins facile d'aller faire les courses ou d'aller faire les boutiques. Donc on va sur le net. Et puis s'il y a un truc qui ne va pas, on appelle, on envoie un mail et ainsi de suite. De la même manière, on note que, on va dire 78% des services clients ont généralisé le télétravail. C'est énorme, 78%. Bon, forcément, ils n'avaient plus le choix, c'était une obligation légale. Mais ça fait quand même beaucoup. Ce qui est plus dommage, ou en tout cas ce qui fait un delta qui est assez impactant, c'est que seulement 10% ont commencé à mettre en place des nouveaux applicatifs de gestion. Et seulement 20% ont réorganisé les choses. Donc seulement 10% se sont dotés d'outils potentiellement sécurisés. Les autres, on faisait comme avant, de toute façon ça marchait bien. Comme l'ont dit certains, peut-être un VPN à l'ensemble des ressources. Après tout, il n'y a pas de danger. Ça marchait avant, pourquoi ça ne marcherait pas maintenant? Et seulement certains se sont posé d'autres questions de périmètre, de responsabilité. Peut-être de mettre en place de nouveaux KPI pour voir un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Je vais aller assez rapidement sur certains points qui ont déjà été évoqués, mais de quoi va avoir besoin notre télétravailleur, gestion de la relation client, concrètement? Déjà, il va avoir besoin de matériel. Il va avoir besoin d'un smartphone, il va avoir besoin d'un PC. Tout ça, les bonnes pratiques, alors les bonnes pratiques, en tout cas celles que nous, on conseille et celles qu'on a mis en place au sein de notre entreprise, ça va être de faire de la gestion de parc. Ça peut être Intune, ça peut être ce que vous voulez, mais concrètement, ça permet de forcer et de pousser des mises à jour pour l'ensemble des devices. Ça permet, le cas échéant, de les réinitialiser. S'il y a un collaborateur qui nous explique qu'il s'est fait voler son PC dans le train, on peut directement le rebooter ou le réinitialiser. Ça va permettre également, on va aussi avoir des options de cryptage de données, des cryptolockers, des choses comme ça, du BitLocker, directement sur le disque dur, et ce qui va nous permettre, là encore, en cas de perte ou de vol, de se dire que le matériel et les données ne sont pas compromis. Et c'est la base. Au niveau des outils cloud, alors nous on travaille beaucoup dans le cloud, donc au niveau des outils, mettre en place, c'est le choix que nous avons fait chez nous, je dis pas que c'est le meilleur, la même chose pour la politique de password, chacun aura la sienne, mais en l'occurrence, on a mis en place beaucoup de SSO, parce que ça va nous permettre, là encore, de faire du contrôle d'accès, de vérifier qui se connecte à quoi, de rationaliser tout ça, et à un instant T, si un utilisateur est compromis, de bloquer l'ensemble de ses accès directement.
De la même manière, on a mis en place énormément de MFA pour que tout accès à des ressources un peu spécifiques passe par une validation sur un token physique. Donc c'est pas juste parce que j'ai pris le PC ou le téléphone de quelqu'un que je peux me connecter à d'autres ressources. C'est important aussi de bien prendre tout ça en compte. Et puis, je suis quand même là pour parler de téléphonie. Sur la téléphonie, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que la téléphonie, c'est très important. On a mis en place de la sécu interne, de l'ACL, des gestions de profils que je vais développer d'ailleurs un petit peu après. Pour revenir juste sur la notion de VPN, alors ça a été très bien évoqué. Pour nous, le VPN est primordial, mais j'ai envie de dire les VPN sont primordiaux. C'est pas un VPN global qui va donner accès à tout. C'est par rapport à différents profils, et différents profils d'accès, différentes restrictions, et on monitore, on vérifie les horaires. Mais ça c'est bien, on le retrouvera aussi dans le cadre de la téléphonie. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus, ça a déjà été pas mal évoqué. Voilà. Au niveau de la sécurité de base, dans le cadre de la téléphonie, on a deux grosses briques, on va dire. Alors, je parle là du front. Il est évident qu'en interne sur le back, on a d'autres outils de sécurité avec des KPI sur lesquels je ne vais pas forcément m'étendre aujourd'hui. Mais ça, c'est les services que l'on met à disposition de nos clients en tant que fournisseurs d'offres télécom, sur lesquels eux-mêmes ils ont la main et sur lesquels on les éduque au maximum. La téléphonie, c'est important de la sécuriser pour une raison très simple. Déjà, c'est la cible de plein de hackers. Moi, là encore, j'ai suivi un tutoriel sur YouTube où j'ai été voir sur le Darknet et j'ai vu des trucs. On m'a dit de chercher sur des ports et puis de me connecter à des comptes SIP et que je pouvais faire plein de choses. Ça va très vite. Si jamais quelqu'un possède un 0899, numéro surtaxé, 3 € l'appel, et que moi, j'arrive à faire une pondeuse d'appels, à faire une dizaine d'appels à la seconde, ça veut dire que chaque seconde, je fais 30 €. Dans une heure, il y a 3600 secondes. Et ça commence à faire beaucoup d'argent, là. Il faut que ça soit détecté vite. Puis si jamais ça tourne toute une nuit, ça va être compliqué d'expliquer à l'ARCEP ou à d'autres. Non, mais c'est un piratage, désolé, c'était pas des vrais appels. Bah ouais, mais ils ont été faits, ils ont été décrochés. Donc c'est vraiment un enjeu primordial, la téléphonie, parce que ça peut coûter très cher. Parce que aussi, pour des raisons de nuisance, ça peut être pratique de faire de l'arnaque au président. Si j'arrive à récupérer le compte cible de quelqu'un, que je me connecte et je passe les appels en son nom. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose d'important à sécuriser là-dessus. L'ACL et les limites anti-hack qu'on va développer un petit peu. L'ACL, c'est plus ou moins de la gestion d'accès, avec des listes blanches, des listes noires, tout simplement. L'idée, c'est qu'on va avoir deux paramétrages, nous, au sein de nos offres de téléphonie, par défaut, là encore, mis à disposition des clients. Le premier, c'est soit de la découverte, soit du filtrage directement avec de la whitelist. Les deux peuvent fonctionner ensemble, il n'y a pas de souci là-dessus. En général, en situation opérationnelle, on active le mode découverte pendant un certain temps, et à l'issue de ce mode découverte, quand toutes les IP ont bien été listées, on passe en mode sécurisation où seules les IP qui ont été découvertes dans un premier temps sont autorisées. Charge aux exploitants par la suite de tenir à jour l'ensemble de ces listes et ainsi de suite. Ce que vous voyez là, c'est des captures d'écran issues directement des interfaces de configuration qu'on met à disposition de nos clients. L'idée, c'est vraiment que tout le monde ait la main et puisse eux-mêmes devenir un petit peu responsables. On parlait tout à l'heure d'éduquer l'utilisateur. C'est vraiment important de faire tourner cette information-là afin que les gens soient le mieux armés possible pour se défendre. De la même manière, on va pouvoir directement alimenter soit des listes blanches, soit des listes de blocage afin de garantir l'accès et de permettre, un bon fonctionnement de la téléphonie, même si on est en remote sur un softphone qui soit installé sur mon téléphone mobile, par exemple, parce que je peux très bien avoir un softphone sur mon mobile ou sur un PC, sur un PC professionnel, mais que j'utiliserai à la maison. Si on rajoute d'autres mécanismes de sécurité à tout ça, ça va être des notions de destination de confiance. Évidemment, lors de l'émission d'un appel, par défaut, on va vérifier vers où il est émis. Ces destinations de confiance sont remises à jour, on va dire, relativement régulièrement. L'idée, c'est bien sûr, l'actualité évolue, les destinations qui servent à abuser également. Donc on va faire par défaut des blocages. Bien sûr, il est possible à tout moment d'ouvrir ces restrictions afin d'autoriser les appels sur ces destinations internationales. Mais par défaut, on a, on va dire, une liste de confiance vers lesquelles les appels internationaux vont être ouverts. Je ne vais pas détailler le schéma heuristique complet qui va faire qu'un appel va aboutir ou non, mais pour faire simple, c'est est-ce qu'on est sur un mode de filtrage strict, auquel cas seul l'IP et ou la destination de confiance vont passer. Si on est dans un mode un peu plus ouvert, est-ce que le compte a été déclaré comme nomade? Parce que typiquement avec le télétravail, oui, on avait des listes, mais je ne vais pas activer de la découverte avec
je sais pas moi, 2000 employés qui vont être en télétravail, chacun sur leur box personnel. Donc on va pouvoir activer pour certains utilisateurs une sorte de mode nomade qui, eux, va leur permettre de se connecter de n'importe où. Bien sûr, les destinations de confiance et les autres mécanismes s'appliquent toujours. Bon, le schéma heuristique est vraiment là pour vous montrer de la manière globale dont ça fonctionne. Et puis on va rajouter d'autres mécanismes. Le mécanisme d'anti-hack, on va vérifier par défaut combien d'appels sont émis sur une plage de temps donnée vers une certaine typologie de destination. Que ce soit des numéros SVA, les 0899, tous les numéros facturés ou autres, que ce soit des destinations internationales. Il faut d'ailleurs faire attention sur les mobiles internationaux qui sont facturés bien différemment et souvent beaucoup plus cher que des fixes. Donc là encore, on va faire des comptes là-dessus sur des périodes données afin de détecter s'il n'y a pas un comportement qui nous semble inhabituel. Là-dessus, si on voit que les seuils sont atteints, on va bloquer, on alerte le partenaire. Si nécessaire, on augmente le seuil ou on rouvre, bien sûr. Mais là encore, ce sont des mécanismes par défaut pour éviter un certain nombre de choses. Évidemment, avoir des notions de restriction d'accès. On citait Bernard tout à l'heure, le conseiller télétravailleur. Je pense que par défaut, il n'a pas besoin de pouvoir appeler la Namibie. Donc on va se dire qu'on va bloquer les appels uniquement à peut-être la France, la Belgique, l'Espagne, parce que c'est les pays sur lesquels il est amené à interagir. Et puis, on va mettre en place des restrictions sur les renvois d'appels. Un renvoi d'appel n'est pas un appel sortant. Donc il faut bien songer à le sécuriser également. Que le télétravailleur ne puisse pas se dire « bah non, mais moi finalement, là, tous les appels que je recevais sur mon softphone, ça m'embête un petit peu, je veux les renvoyer ailleurs, je veux les renvoyer sur un mobile, je veux les renvoyer sur un numéro SVA, sur ceci, sur cela ». Donc bien sûr, on aura des possibilités de mettre en place des restrictions d'appel sur ces renvois. Enfin, et quelque chose de très important, c'est la notion de restriction nuit, où on va gérer bien sûr le HNO. C'est pas parce qu'on a le droit d'appeler les États-Unis ou des mobiles au Vietnam qu'on a la raison de passer le moindre appel sortant à 4 heures du matin. Donc là encore, il va y avoir des blocages qui vont être faits en fonction des profils, en fonction des utilisateurs et ainsi de suite. C'est un petit éventail pour vous montrer de manière opérationnelle, de manière concrète, comment nous, on a mis en place les outils pour nos partenaires pour qu'eux-mêmes puissent sécuriser les appels sortants de leurs clients finaux. Si je récapitule un petit peu rapidement de notre côté, hop, je suis allé un tout petit peu trop vite, on a énormément d'utilisateurs en télétravail qui vont se connecter à un ou plusieurs VPN, qui vont derrière utiliser des outils de téléphonie dématérialisés, donc des softphones, des solutions Teams sur lesquelles on est en direct connect avec Microsoft, c'est-à-dire que les appels vont passer par chez nous, ou des solutions de téléphonie hébergée tel Dialog, qui est du Centrex, pour le dire autrement. Et puis nos outils de la relation client, qui eux sont disponibles et bien en mode SaaS, ce sont des outils cloud classiques pour gérer la distribution des appels au sein des différents files d'attente, des différents conseillers, et ainsi de suite. Il faut savoir qu'on a pu basculer en une journée sans interruption de service, je veux dire sans se prendre la tête, parce que finalement il n'y a pas grand-chose qui a changé, à part la mise en place de ces autorisations de VPN, mais pour basculer l'intégralité du service client en télétravail. Et si on n'avait pas pris le temps d'y réfléchir avant, si on ne s'était pas posé déjà ces questions-là, parce que pour nos clients, il fallait bien qu'on puisse sécuriser toute leur communication, on n'aurait pas pu faire cette bascule de la même manière sans interruption de service. Enfin, parce que je sais qu'il est tard, donc j'accélère un petit peu, nous, ça met en avant ce qu'aujourd'hui on a fait. On n'a pas pour prétention d'être les meilleurs, mais on a en tout cas envie de se dire qu'on a déjà réfléchi, qu'on s'est posé des questions, et que ce sont ce que nous, on vous propose aujourd'hui pour la téléphonie. Bien sûr, si vous avez des très bonnes idées, on sera ravis d'en discuter avec vous. Le risque zéro n'existe jamais. Il faut pas l'oublier, mais on met bien tout en œuvre pour sécuriser au maximum nos solutions et nos infrastructures. Et enfin, et le plus important, c'est que la formation utilisateur et les bonnes pratiques ne doivent jamais vraiment être négligées, parce que c'est souvent là l'élément, le maillon le plus faible de la chaîne, c'est malheureusement souvent l'utilisateur. Donc il est important de lui donner toutes les armes, de le former, de l'informer, d'avoir une politique de sécurité interne, de communiquer au maximum pour que n'importe quel télétravailleur ne mette pas en danger l'entreprise et ne puisse pas accéder à des ressources auxquelles il n'aurait pas accès, que ce soit de son fait, d'une volonté de malveillance ou juste de négligence. C'est tout pour moi, je vous remercie. Merci Alexis.